Je suis Philippe Doucet, propriétaire de Projet Bleu Ferme, une petite ferme d'élevage en Mauricie. Et aujourd'hui, on a un gros vidéo. Dans les dernières semaines, dans les derniers jours, on a eu un problème au niveau de l'abattage de nos canards. Ça a fait un peu les manchettes. Ça a partagé pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de faire une vidéo pour faire un suivi sur les propositions qui ont été faites, les solutions que vous avez amenées, certaines critiques qui ont été faites également. Donc, j'ai ramassé tout ça, j'ai mis ça dans le pad. Puis, on va les prendre un par un, puis on va s'amuser avec ça. C'est un gros vidéo, donc on a besoin d'un gros boire dans une petite bouteille. C'est une réserve de Durin de mes chums de l'Albion. Fait que j'ouvre ça avec le merveilleux débouche-bouteille de mon chum Pat. On va y arriver. Et on part! C'est un 10.5. Fait que on va y aller en douceur. Je vais essayer de limiter mes gorgées, question de finir la vidéo à temps. Je vous fais le résumé rapidement en fait de ce qui s'est passé. Donc, on devait avoir un abattage de prévu à la fin du mois d'août, le 19 pour être précis. Malheureusement, la ferme qui devait faire notre abattage a eu une problématique au niveau des travailleurs étrangers. Donc, les travailleurs étrangers ne sont pas arrivés. Moi, c'est toutes les autres propositions qui sont arrivées que je trouvais intéressant de prendre une à une. Donc, on va les rouler, puis on va en discuter. La bonne nouvelle de notre côté, par contre, c'est qu'on a réussi à trouver un abattoir qui va abattre nos canards, qui va nous les remettre frais en vrac, puis par la suite, on va pouvoir aller les chercher, les apporter à une boucherie qui, elle, va faire la transformation. J'y vais en premier. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui m'avaient envoyé la liste des abattoirs du MAPAC. Quand on regarde la liste des abattoirs du MAPAC, on peut se dire, mais coudonc, il me semble qu'il n'en manque pas d'abattoirs au Québec. Il y a effectivement un nombre intéressant d'abattoirs au Québec. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la plupart de ces abattoirs-là ne font qu'un seul type d'animal ou qu'un seul type de protéine. Donc, évidemment, dans le cas qui nous concernait, le canard, ben, il n'y avait que, à notre connaissance, 2 abattoirs qui offrent le forfait pour l'abattage en ce moment au Québec. Et il y en avait beaucoup plus que ça quand on a commencé. Quand on a commencé, il y a 5-6 ans, si je me souviens bien, il y avait 5 abattoirs, ou peut-être 4. Mais il y en avait au moins 4. Puis aujourd'hui, il n'en reste que 2. Et s'il y en a une qui a des difficultés, bien évidemment, il n'en reste donc qu'une, puis là, ça crée un goulot d'étranglement. Il faut savoir aussi, quand je parle d'abattage à forfait, c'est que ce sont des abattoirs qui ouvrent leurs portes à des productions extérieures. Donc, par exemple, là où on s'en va, chez Canard Goulu, eux, ils ont une production de canards qui est paramétrée, qui est standardisée, puis qui répond à leur marché à eux, à leur régie à eux. Ils nous ouvrent la porte à nous, autres producteurs, pour venir utiliser leur service d'abattage. Mais forcément, eux, s'ils ont un nouveau producteur, ben, il faut qu'ils fassent de la place. Donc, ils doivent laisser des crochets vides sur la chaîne d'abattage. Puis ensuite, ben, là, ils doivent nous rentrer nous autres. Puis le prochain, ben, ils doivent laisser des crochets vides puis sur la chaîne d'abattage, puis en rentrer un autre, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, forcément, il y a un coût au crochet pour eux qui est inévitable. Euh, Puis c'est vrai dans beaucoup d'abattoirs de poulets, par exemple. Il y a beaucoup d'abattoirs de poulets au Québec. La plupart sont euh, déjà liés à une chaîne de production qui est standardisée puis qui est fermée, en fait. Donc, on n'y a pas accès. Cet abattoir-là existe, mais il existe pour l'industrie. Il n'existe pas pour moi. Ça, c'est la première chose pour la liste des abattoirs officiels là, du MAPAC. Ensuite, beaucoup de gens ont parlé d'abattage de proximité. Donc, ils nous ont envoyé des liens avec des gens qui faisaient de l'abattage soit à la ferme où ce chien-là est très sale, soit d'abattage directement à la ferme ou qui peuvent faire des abattoirs de proximité qui sont peut-être déclarés, peut-être pas encore déclarés. Euh, Au Québec, en ce moment, la réglementation ne me permet toujours pas de faire affaire avec des abattoirs de proximité. Ça va entrer en vigueur à la fin du mois d'août. Ultimement, ça aurait pu être une solution. Ça nous aurait coûté quand même un peu plus cher parce qu'évidemment, il faut nourrir tous ces animaux-là en attendant. Mais ça aurait pu être une avenue.
Le problème avec les abattoirs de proximité, j'en ai parlé un petit peu lors de la dernière vidéo, c'est que il y a un maximum de poids vif qu'on peut envoyer annuellement chez un abattoir de proximité, puis ça prend également des visites de vétérinaire. Donc, c'est une solution, mais une solution ish, mettons. Euh, Ensuite, puis les abattages à domicile, je n'ai pas rien vu dans la réglementation qui permet de qualifier à titre d'abattoir de proximité un abattage qui serait fait à domicile. Je sais qu'il y a des gens qui font l'abattage, qui offrent leur service d'abattoir directement sur vos productions. Dans la plupart des cas, ben, en fait, c'est une façon d'abattre vous-même vos propres bêtes. Donc, c'est pas légal pour la revente à la consommation, qui serait mon cas. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi ne pas abattre soi-même. Ben, pour les mêmes raisons. C'est interdit en ce moment au Québec de faire l'abattage soi-même, puis en fait, c'est permis pour votre consommation personnelle. Mais si moi, je veux revendre cette viande-là, c'est interdit actuellement. Et ça prend toujours des inspections avant le décès, après le décès. S'il y a des raisons aussi de traçabilité, de gestion de carcasse impropre et tout ça. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, vous avez juste à vendre entier. Donc, c'est-à-dire que on avait soulevé la situation qu'il est possible qu'on ait un abattoir, mais il va juste nous remettre du entier. Puis, tu sais, nous, c'est quand même des gros canards, là. Fait que entier, ce qui nous revient, c'est du canard de 3, 4 kilos à 25, 30 $ le kilo. Ça commence à faire un oiseau qui coûte assez cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un canard qui va peser entre 3 à 4 kilos va nourrir aisément une dizaine de personnes. Donc, si on répartit le prix du canard entier dans le nombre de personnes qui le mangent, c'est effectivement pas si dispendieux que ça. Mais c'est pas à tous les jours que les gens reçoivent 10, 12 personnes à souper puis vont vouloir s'attaquer à un canard entier. Qui plus est, nous, la plupart de notre clientèle, ben, s'attendent à avoir des ailes, des cuisses confites, des poitrines déjà désossées. Euh, c'est, le canard se vend mieux en pièces. C'est la même chose pour le poulet, c'est la même chose pour le veau. Donc, oui, ça aurait pu être une solution de les vendre entiers. Encore aurait-il fallu qu'on les fasse emballer unitairement. Donc, encore là, il y avait une manœuvre supplémentaire à laquelle il fallait trouver une solution. Le marché est beaucoup plus sur le découper, même à la limite transformé, voire prêt à consommer. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus facile de vendre ces produits-là. Puis de toute façon, c'est des produits que vous nous demandez beaucoup plus que les produits entiers. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit vends-les vivants. Euh, oui, oui, ça aurait pu. Euh, le problème à ce niveau-là, c'est la quantité qu'on en avait. Donc, on en a quand même quelques 230, 250 à écouler. C'est pas si simple de trouver quelqu'un qui va prendre autant de canards. Puis aussi, ben là, après ça, si tu l'écoules à la pièce, là, ça commence à prendre une quantité impressionnante de clients ou de gens qui vont accepter de les prendre vivants. Puis qui, eux aussi, de toute façon, s'ils veulent le commercialiser, vont se ramasser dans la même situation que nous, qui se trouvent ils n'ont pas plus d'abattoirs. Donc, oui, on aurait pu les vendre vivants, par exemple, à des petites fermettes qui, eux, auraient pu faire eux-mêmes l'abattage pour leur propre consommation. Mais encore là, pour 250, 230 canards, disons qu'on trouve quelqu'un qui en prend 10, bien encore faut-il trouver 23, 25 petites fermettes. Ensuite, celle-là, je l'ai adorée. Il y a des gens qui ont proposé d'organiser une journée abattage. Donc, viens acheter ton canard vivant, puis on s'organise, on se fait une espèce de petite fiesta à battre le canard. Bon, de deux choses l'une, je suis pas équipé pour faire ça du tout. Puis si vous pensez que c'est simple, c'est pas simple. Ça prend une zone d'abattage, ça prend une zone d'écarissage, il faut le vider le canard, il faut le découper le canard, il faut, tu sais, puis moi, évidemment, j'ai pas, dans les règles actuelles, j'ai absolument pas le droit de faire ça. Euh, Est-ce que j'aimerais ça qu'on ait le droit de le faire? Tout à fait. J'adorerais pouvoir avoir une journée ou une semaine ou quelque chose comme ça où les gens viennent, vous sélectionnez vos canards, on les abat, on les transforme avec vous, puis après, ben, on dit, ben là, avec cette pièce-là, tu peux faire ci, avec cette pièce-là, tu peux faire ça. À la limite, on peut les cuisiner.
Ce serait extraordinaire. On pourrait faire ça avec les veaux, on pourrait faire ça avec du porc. Ce serait incroyable. On n'est pas rendu là, puis on est loin de là dans la législation au Québec en ce moment. Est-ce qu'un jour on y arrivera? Ben, ça dépend un peu de vous. Tu sais, c'est la clientèle qui va décider ça. Le gouvernement met en place des règles parce qu'il répond à une demande de la clientèle. C'est s'il y a autant de mesures reliées à la traçabilité d'un aliment, c'est parce que les gens l'ont demandé. Les gens veulent savoir d'où ça vient. Donc, le gouvernement a mis en place des règles de traçabilité qui sont peut-être un peu plus faciles à répondre au niveau de l'industrie, un peu plus difficiles au niveau de l'agriculture artisanale. Mais ces règles-là, elles existent quand même pour une bonne raison. Est-ce qu'il y a trop de paperasse? Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Est-ce que trop de fonctionnaires sont... Oh, Est-ce qu'il y a trop de paperasse? Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Oui. Pensez toujours que la bureaucratie, elle encadre ça pour des raisons de salubrité, de traçabilité, puis de bien-être animal. C'est les trois, bien-être environnemental aussi. Euh, c'est les quatre enjeux majeurs qui guident les décisions gouvernementales à travers tout ça. On peut les trouver parfois bancales, elles le sont parfois bancales, mais sachez que c'est déterminé par ces quatre facteurs-là principalement. Maintenant, il y a eu des belles petites perles un peu loufoques, puis je pense que on peut en parler après ma gorgée. Une réserve de Durin direct à la bouteille, Steven ne sera pas fier de moi, mais c'est délicieux. Je me suis pris cette note. Ouvrez les guillemets. Il y a plein de Québécois qui veulent travailler. Fermez les guillemets. Et je me suis noté sujet délicat. En fait, peut-être qu'il y a plein de Québécois qui veulent travailler. Mais ce que les chiffres démontrent, c'est que le taux de chômage est parmi le plus bas qu'il a jamais été. Relativement, en ce moment, on est à un taux de chômage qui est assez bas. Les difficultés de recrutement de travailleurs sont dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas juste dans le secteur agroalimentaire ou dans le secteur de l'agriculture. Plusieurs secteurs ont de la difficulté à l'emploi. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour engager des travailleurs étrangers, il ne suffit pas de les appeler au Mexique puis ils débarquent là. Il y a tout un système qu'il faut mettre en place, puis il faut pouvoir démontrer au ministère du Travail, au niveau du fédéral, qu'il y a une incapacité à combler le poste ou les postes demandés par des travailleurs locaux. Puis ensuite, ça engage toute l'espèce de boucle qui t'amènera à avoir tes travailleurs étrangers. Il y a eu un commentaire qui est revenu vraiment souvent, puis je vais essayer de le phraser un peu plus doucement que la façon dont il est revenu, mais il y avait quand même beaucoup d'agressivité dans ces commentaires-là, puis je trouve ça assez triste. Utiliser les travailleurs, les gens qui sont sur l'assistance sociale pour les envoyer dans les champs et leur imposer un travail. La figure de bougon qu'on a dans notre tête, ça représente une infime partie des gens qui sont sur l'assistance sociale. Les gens qui sont sur l'assistance sociale ne le sont pas nécessairement par choix, ils le sont par besoin pour la plupart. Et de leur imposer à ces gens-là une situation de travail, ça fonctionne juste pas. C'est pas, c'est pas un sujet de société. C'est pas on réglera rien avec ça. Euh, les récoltes, ça demande de la disponibilité, ça demande du transport, de l'endurance physique, ça demande une formation minimum. Formation minimum que les travailleurs étrangers ont, by the way, et ont souvent depuis plusieurs années, parce que c'est souvent les mêmes travailleurs étrangers qui reviennent d'année en année dans les entreprises. Alors, ils débarquent de l'avion puis ils sont prêts à travailler. Ils sont déjà formés, ils ont déjà d'expérience. Euh, le prochain sujet aussi, il est délicat parce que on a eu beaucoup de sujets qui concernent l'immigration massive des dernières années. Euh, moi, ça, c'est pas mon sujet. Je veux simplement le souligner parce que le commentaire est arrivé souvent. Euh, moi, je vais rappeler un seul fait, c'est que ça fait des années qu'une grande partie de l'agriculture québécoise repose sur les travailleurs étrangers temporaires. C'est pas nouveau, c'est pas récent, c'est comme ça que ça fonctionne. Le débat sur les seuils d'immigration, il est distinct complètement de celui des besoins saisonniers de l'agriculture. Euh, Puis je veux pas que
ma situation serve à débattre de cette situation-là. C'est des pommes puis des oranges. Et le dernier, mais non le moindre, Michel, mon beau Michel, crépetac. Michel a été actif. Je le nommerai pas, mais si vous voulez aller fouiner sur les articles, puis les commentaires, puis les partages qu'on a eus sur la situation, Michel a été très actif. Michel pense que... je vais aller chercher la citation. Michel pense que les agriculteurs sont des esclavagistes subventionnés par le gouvernement. Et la plèbe. Michel aime beaucoup le mot plèbe. Michel croit qu'on a juste à mieux payer nos travailleurs parce qu'on a tous des tracteurs neufs et de la machinerie ultra performante. C'est le public qui paye nos intérêts sur nos prêts et on travaille juste l'été. La balance de l'année, on est sur le BS ou sur la CNESST. En fait, il a dit CSST, mais Michel ne doit pas être au courant que c'est rendu la CNESST. Puis qu'on a juste à aller ramasser nos crises de récolte. Et oui, il a dit crise. Et qu'on n'a rien qu'à gérer nos propres animaux et à faire ça nous-mêmes si on n'est pas content. Michel, 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 Michel. Michel. Ça va être tout. Je vais même pas te répondre, Michel. Mais tu m'as bien fait rire. Sur ce, merci beaucoup d'avoir embarqué dans notre communauté. On a été chercher quelque genre comme 200 followers de plus là, pendant cette espèce de frénésie-là. Fait qu'on est super contents. C'est des gens qui vont découvrir la ferme avec nos partages ou qui vont directement venir ici à la ferme puis consommer nos produits. Donc on est super contents. On est surtout super contents de l'intérêt puis le oomph de solidarité qui est arrivé. Moi, je le vois dans la porte depuis tantôt. On est super content du oomph de solidarité qui est arrivé de la communauté, de nos clients, mais aussi de la communauté agricole puis de l'agroalimentaire qui nous connaît puis qui nous entoure. Et ça a fait rayonner grandement la situation. Espérons maintenant que cette problématique-là ne sera que temporaire et localisée et qu'on y trouvera des solutions qui sont permanentes et généralisables. Il n'y a que trop peu de politiciens qui m'ont contacté pour discuter de ça. Et je trouve que je suis dans un milieu puis dans des circonscriptions où l'agriculture est fortement représentée. Je vais souligner ma tristesse de voir leur absence dans le dossier. Puis je vous dis, on se revoit aux prochaines vidéos. On va le faire, la vidéo sur la RPAE puis le règlement 1.1. C'est juste qu'il y a tellement de paperasse à gérer puis tellement de commentaires, de règlements à démêler que j'ai pas le temps de faire ça. Fait que ça va sûrement être un des vidéos de cet hiver. Ceci dit, prochaine vidéo, le coup d'un poulet. Pas le coup, le coup d'un poulet, le coup d'un canard. Je vais essayer de vous shrinker ça pour avoir une vidéo à vous présenter avant la fin de semaine de la fête du travail. Et je me dépêche seulement, ce sera pas long, j'ai presque fini. Et j'en profite pour, là en ce moment, on est le 5 août. Si jamais vous voyez notre vidéo d'ici là, le 22-23 août, on a un événement à la ferme. On vous invite évidemment en grand nombre. Sur ce, au revoir.